Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à vous sur Média TV. C'est un plaisir de vous retrouver. On y va pour notre sommaire manger intelligemment grâce à notre aliment de la semaine. Aujourd'hui, nous en saurons plus sur les champignons. Ensuite, au boulot, nous allons nous intéresser à toutes ces personnes qui cohabitent avec la maladie. Ces malades chroniques, justement, doivent cohabiter avec un changement de leur état, tout en restant actifs professionnellement. Mais faut-il informer son employeur de sa maladie ? On vous dira tout. Notre femme inspirante, ensuite, a décidé d'adopter le sourire face à cette épreuve de la vie qu'elle traverse actuellement. Noor Neshnech est une combattante positive. Elle est avec nous. Pour finir, on posera cette question santé. Faut-il ou non vacciner contre le cancer du col de l'utérus? Les détails ce matin. Bienvenue tout le monde. Merci beaucoup d'avoir choisi Média TV, d'avoir choisi On se dit tout et d'être avec nous pour cette émission d'aujourd'hui. Un beau plateau. Je vous présente mes invités. Linda Jabran, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation aussi. Alors, vous êtes coach en optimisation du potentiel relationnel. Vous êtes également consultante et formatrice en entreprise. Et on va parler avec vous de toutes ces personnes actives et en même temps malades chroniques. Justement, on va en parler en détail. En face de vous, notre femme inspirante de cette semaine. Bonjour Noor. Bonjour Yasmine. Noor Neshnech, merci beaucoup d'être avec nous. Le sourire contre la maladie, mais aussi les réseaux sociaux contre la maladie. On en parlera avec vous dans un petit moment. À vos côtés, un gynécologue. Bonjour, docteur Younes Bendfdel. Bonjour. C'est un plaisir de vous avoir. Vous êtes gynécologue obstétricien. Et avec vous, cette question, faut-il ou non vacciner contre le cancer du col de l'utérus? Les détails avec vous au fur et à mesure de cette émission. Merci à toutes et à tous pour votre confiance, d'avoir accepté de répondre à l'invitation de l'émission et d'avoir rencontré nos équipes, notamment vous, Noor, pour votre portrait de femme inspirante de cette semaine. Pour commencer, on commence par quoi? Par l'alimentation. C'est bien en fait de choisir ces aliments de façon intelligente. Et comment on peut le faire? C'est en ayant l'information. Et c'est pour ça que nous avons instauré pour vous l'aliment de la semaine. Notre équipe a choisi les champignons. C'est la saison. On regarde. Et voilà un aliment particulier. Très tôt déjà, les Romains et autres civilisations utilisaient les champignons pour leurs pouvoirs spéciaux et mystérieux. Ils étaient des ingrédients parfaits pour des rituels et des potions, car parfois mortels. Ce n'est qu'en 1651 qu'un cultivateur à Paris arrose par accident des déchets de melon et fait pousser des champignons par hasard. La culture de cet aliment commence. Le champignon n'est ni un légume, ni une plante. Il peut se développer sans lumière et sans air car il ne contient pas de chlorophylle. Il n'a besoin que de fraîcheur et d'humidité. Après une bonne pluie, le champignon peut pousser immédiatement et en quantité très nombreuse. Les variétés de champignons sont innombrables. On a répertorié plus de 2500 espèces de champignons sauvages, mais attention, peu de variétés sont comestibles. Il existe 3 grandes catégories à consommer. Les champignons à lamelles comme les champignons de Paris, les champignons à tubes tels que les cèpes et les champignons à plis comme les chanterelles. La truffe étant une variété de champignons à elle seule. Les vertus du champignon sont nombreuses. Il contribue au bon fonctionnement du système nerveux, à maintenir une bonne pression sanguine et à la croissance des tissus. Délicieux crus, à la poêle, au four ou encore farcis, les champignons se cuisinent en plat comme garniture et se mêlent très bien aux autres légumes. Ils s'harmonisent très bien en salade avec de la viande ou de la volaille. Le conseil du chef, ne pas jeter les pieds de champignons car ils sont parfaits pour concocter de délicieuses soupes ou purées. Attention à ne pas en manger par hasard lors de balades en forêt, un champignon peut en cacher un autre. Alors justement, en annonçant notre petite animation en plateau, tout le monde disait les champignons, moi j'aime, Noor, Linda. Ouais, vous aimez? J'adore les champignons. J'adore aussi. Et là, en plus, avec tous les bienfaits, vous mangez, on va dire, intelligent. Tout à fait. C'est important. Tout à fait. Docteur Bendfdel? Oui. Oui. J'adore les champignons. Des champignons à toutes les sauces. Bien sûr. C'est un bon magique, ouais. C'est ça. C'est un bon aliment de saison, en plus vide en calories pratiquement. Tout à fait.
Super. On va au boulot, on va bosser un petit peu, Linda? Allez, on y va tout de suite. Merci beaucoup d'être avec nous, Linda Jabran, coach en optimisation du potentiel relationnel, consultante et formatrice en entreprise. Et avec vous, ce sujet aujourd'hui, avec l'espérance de vie qui augmente et puis des années d'activité qui durent également, et puis l'apparition malheureusement de certaines pathologies qui n'ont rien à voir avec l'âge notamment, vous avez beaucoup d'actifs qui sont malades chroniques, donc diabète, hypertension artérielle, problèmes de rhumatisme, cancer notamment, et ces personnes continuent à travailler. Alors, nous, on s'est posé la question, on s'est dit, il faut aussi s'intéresser à toutes ces personnes, à leur cohabitation avec l'entreprise, avec le monde de l'entreprise, et d'abord, est-ce que légalement, elles doivent en informer leur employeur? On regarde une interview réalisée avec Maître Mohamed Oulkhouel, qui est avocat spécialisé de la question, et on revient pour parler avec vous de la pratique au sein même de l'entreprise, Linda. On regarde. Légalement, il n'y a pas d'obligation d'informer son employeur sur son état de santé de manière générale. D'un point de vue juridique, la santé concerne uniquement le salarié, c'est une affaire privée. Il peut simplement indiquer en cas d'absence qu'il est malade, fournir un certificat médical le cas échéant, mais il n'a aucune obligation d'indiquer la maladie exactement ou l'affection dont il est atteint. Alors l'employeur a l'obligation de préserver la santé et la sécurité de ses salariés. Donc c'est une obligation de préservation, c'est pas donc de maintien de la situation telle qu'elle existe lorsque le salarié rejoint l'entreprise. Donc si le salarié arrive dans l'entreprise avec un certain nombre de troubles ou de maladies, l'employeur ne doit rien faire qui puisse les aggraver, mais on ne peut pas lui demander de mettre en place un certain nombre de mesures visant à les corriger complètement. Il n'y a pas de règle générale en la matière, ça va plutôt être une négociation au cas par cas entre le salarié et l'employeur. Donc le salarié peut légitimement demander qu'il soit tenu compte de son état de santé, mais il doit le faire avec un certain caractère raisonnable pour que ça n'induise pas du côté de l'employeur que ce salarié est en réalité inapte. Et auquel cas, si on devait considérer que le salarié était inapte à tenir son poste et à exécuter les tâches pour lesquelles il a été recruté, dans ce cas-là, ça aboutirait à une rupture de son contrat de travail. L'absence pendant plus de 180 jours ou l'inaptitude au poste, la santé indirectement est la cause de la rupture du contrat de travail. Mais hormis ces deux situations-là, il est totalement interdit à l'employeur de licencier un salarié à raison de son état de santé. Alors, nous avons vu ce que dit la loi. Justement, on va voir ce que dit la pratique avec vous, Linda Jabran. Le salarié n'a pas d'obligation d'annoncer sa maladie à son employeur. L'employeur n'a pas l'obligation d'aménagement pour le salarié. Maintenant, qu'est-ce que vous constatez, vous, sur le terrain ? Oui, malheureusement, je rejoins ce que vient dire la loi vis-à-vis de cette situation, mais je pense que la communication donc, reste un point décisif. Donc, c'est la transparence qu'on va communiquer à notre entourage, le fait qu'on soit malade ou pas, va mettre en jeu notre relation avec notre employeur. C'est-à-dire, c'est moi qui décide ce que je vais dire ou pas par rapport à la situation. Maintenant, l'entreprise n'a aucune obligation, comme on vient de l'écouter, de prévoir des réaménagements ou une réorganisation, mais il est préférable de pouvoir prévenir ces situations. Donc, les aménagements à réaliser sont des aménagements de type ergonomique ou organisationnel, donc soit l'espace de travail, soit au niveau des horaires du travail, de la flexibilité et quelquefois, il s'agit même de reclassement de poste pour pouvoir aider cette personne à maintenir. Donc, l'objectif, c'est que cette personne maintienne son emploi et préserve son employabilité. Donc, si à chaque fois qu'on a un malade, on est face à une situation de désinsertion professionnelle, donc le taux d'employabilité va diminuer. Donc, oui, mais justement, vous, à travers votre pratique, au sein des entreprises, parce que c'est votre domaine, on va dire. Est-ce que vous constatez qu'il y a cette transparence, cette confiance entre l'employeur et l'employé, entre l'employé et l'employeur? En général, le malade évite d'annoncer sa maladie à son employeur et à ses collègues et à son entourage professionnel afin d'éviter les regards condescendants des collègues de ses collègues et ne pas vu comme étant un malade. Donc,
il y a des personnes qui n'aiment pas communiquer leur état de santé. Il y en a d'autres qui sont plus dans la recherche de l'empathie, du soutien de leurs collègues, etc. Donc, l'annoncer, ça reste un choix personnel. Et par rapport aussi, donc quand on dit maladie chronique, il y en a ceux qui nous permettent, qui nous laissent actifs et ceux qui nous rendent invalides. C'est vrai. Donc là, c'est vraiment une différence de gestion. Au niveau des symptômes aussi, donc il y a les maux de tête, la fatigue, la prise de médicaments fréquents. Donc cela dépend de la maladie et de la situation. C'est ça, il y a des maladies, on va dire, plus discrètes que d'autres. Plus discrètes, qui peuvent passer inaperçues et qui n'ont pas de conséquences graves sur le physique ou là sur le psychique de la personne. Alors on va parler aussi de l'état d'esprit de cette personne. C'est une personne qui apprend une maladie chronique, est également touchée dans par rapport à elle-même. Son regard peut changer sur ses aptitudes. Est-ce que vous avez pu accompagner des personnes dans ce sens-là ? Si, donc par rapport aux personnes, donc l'annonce d'une maladie passe par la courbe du deuil. Donc il y a toujours un bouleversement au début, surtout si la maladie n'est pas héréditaire ou n'a pas de terrain favorisant la maladie. Donc il y a l'étape du choc. Donc on est choqué à l'annonce de la maladie. Par la suite, le médecin traitant joue un rôle très important dans l'accompagnement du patient et dans l'explication du fait que cette maladie va vivre avec la personne concernée. Donc, les patients apprennent à vivre avec la maladie et non pas bien la vivre. Donc, pour les personnes qui sont atteintes de maladies chroniques, ils essayent de vivre le plus normalement possible. Mais par rapport à ce volet professionnel, justement, donc, comment garder cette confiance en soi parce que la maladie ébranle? Donc d'abord, il faut, après l'état de choc et d'annonce de la maladie, il y a la phase de la compréhension. Il est important qu'on comprenne ce qu'on a exactement et de prévoir les réorganisations possibles dans ce sens. Donc professionnellement, si on prévoit un changement de poste, est-ce qu'on est appelé à faire une formation adéquate pour cette réorganisation, etc. Mais encore faut-il avoir confiance dans son employeur pour lui en parler, pour demander ce réaménagement. Ce réaménagement, donc il est possible, il n'y a pas d'obligation. Donc il n'y a toujours pas d'obligation, c'est question de choix. Donc si je choisis d'annoncer ma maladie à mon employeur, il va falloir que je présente la possibilité de réaménagement de mon poste de travail et présenter surtout les contre-indications du poste par rapport à la maladie. C'est très important. Et ça, c'est le médecin qui le fournit ? Bien sûr, c'est le médecin. Et au cas où on prévient notre employeur, là, il y a la médecine de travail qui va intervenir pour suivre ce malade et proposer, bien sûr, les indications d'aménagement et d'organisation par rapport à son poste. Et puis, quand il s'agit de maladies chroniques invalidantes, il y a des périodes de désinsertion professionnelle ou d'arrêt maladie. Et puis, il y a l'étape de retour. Et ça, c'est le rôle de la médecine de travail. Dans ce sens. Donc, il est important de comprendre de la maladie, de parler et de l'affirmer à son entourage et par la suite prévoir les réorganisations donc, par rapport à la vie privée et à la vie professionnelle. Mais tout ça, c'est des choix, bien sûr. C'est clair. C'est clair et tout dépend de chaque personne et de sa volonté. Et de sa volonté. Et de l'environnement dans lequel elle est. Voilà, de sa volonté entre est-ce que je laisse la maladie prendre le dessus et le contrôle de ma vie, ou bien c'est moi qui va décider de ma vie et prendre le contrôle également. Alors celle justement qui ne laisse pas la maladie prendre le contrôle, c'est vous, Nour Nonsnesh, vous êtes notre femme inspirante de cette semaine. Mais par rapport à cette histoire de maladie et d'environnement professionnel, vous, ça s'est un petit peu mal passé lorsque vous avez annoncé votre maladie. Tout à fait. Moi, quand j'ai annoncé à mon employeur que j'avais justement un cancer, j'avais un poste à responsabilité, il a senti que je ne pouvais pas forcément, on va dire, être à la hauteur de ce que je faisais auparavant, et il m'a licenciée, par exemple. Et je me suis retrouvée dans la même situation que d'autres cas de femmes qui ont le cancer et qui ont été, par exemple, reclassées, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Je pense que psychologiquement, c'est très dur, surtout quand on passe par une période déjà qui est assez difficile à gérer au quotidien. Le monde professionnel peut être vraiment cruel parfois, et j'espère que ça va s'arranger.
Mais vous poursuivez actuellement votre employeur, votre ex-employeur? Tout à fait. C'est oui, ça. Je le poursuis parce que ce n'est pas légal de procéder de la sorte. Exactement. Alors, on va revenir à vous dans un petit moment, mais juste avant, je pose la question aussi au docteur Benfdel. En tant que médecin, est-ce qu'on prend en considération, parce qu'un cabinet aussi, ça peut être une entreprise, une clinique, un hôpital, etc., est-ce qu'il y a des reclassements professionnels pour des médecins qui découvrent une maladie chronique? Comment un médecin peut se reconvertir ou travailler différemment? Oui, effectivement. Bon, il y a des reclassements, et il y a des expériences qui sont très très bien passées, notamment des chirurgiens. On a des stars, des chirurgiens qui ont été carrément paraplégiques. J'ai en mémoire un chirurgien italien qui a une paraplégie et qui continue d'opérer moyennant un appareillage particulier, et il a réussi à sauver beaucoup de vies. Donc le reclassement professionnel, il faut, je pense, se battre, il faut tenir bon, et essentiellement, lorsqu'on n'arrive pas à assurer dans le poste, il y a toujours des postes parallèles. Moi, je pense à la chirurgie versus la médecine, une consultation simple. Un chirurgien peut se reclasser en une consultation médicale simple sans pouvoir éventuellement avoir la charge physique d'opérer. Exactement. Oui, donc là, c'est possible. Et c'est très bien vécu par des médecins. À l'inverse, s'il y a des maladies chroniques invalidantes, là, je pense que le reclassement professionnel, ça va être un peu difficile, d'autant plus qu'il y a une certaine confiance et un regard du patient qui vient, pour lui, le médecin, il est indemne de toute maladie. C'est ça, exactement. Donc, c'est ça la difficulté. Donc, la confiance, je pense que aussi, l'interview avec cet Italien, au début, ces patients ne voulaient pas de lui, parce que comment se faire opérer par un paraplégique, ça c'est vraiment une première, mais il a prouvé, et je pense que tout professionnel ou tout être qui a une maladie chronique doit se battre, comme fait Nour d'ailleurs, pour pouvoir se reclasser professionnellement. D'ailleurs, tout à l'heure, vous lui avez dit, Nour, vous êtes blogueuse, elle vous a dit « malgré moi ». Justement, c'est votre manière à vous de vous battre, malgré vous, justement, contre cette maladie. On va raconter tout ça dans un petit moment. Alors, Linda, nous avons des questions de téléspectateurs pour vous. On a une première question qui nous dit « Peut-on me refuser une promotion à cause de ma maladie ?» Ilham, 26 ans. Est-ce qu'elle l'a annoncé d'abord? Oui, visiblement, oui. Visiblement, oui. Si elle annonce sa maladie, si elle dit « Peut-on me refuser une promotion à cause de ma maladie ?» c'est parce que sa maladie est connue. Est connue. Regarde, j'aimerais bien préciser, Yasmine, le rôle que joue la direction des ressources humaines dans chaque entreprise, dans le but de garder l'employabilité et de procurer un climat de bienveillance par rapport à ces patients. Donc ça, c'est vraiment une politique qui émane de la direction générale, qui prévoit à l'avance une politique vis-à-vis des handicapés. Je pense même, je ne veux pas dire des textes de loi, mais la loi impose aux employeurs un pourcentage de recrutement des personnes totalement invalides, mais partiellement invalides ou handicapés. Donc, il y a ce volet au niveau de la loi. Très bien, mais juste une nuance. Est-ce que vous mettez dans le même panier personnes à mobilité réduite, par exemple personnes en situation de handicap, et maladies chroniques? Oui. C'est bien sûr, quand on a une maladie chronique qui présente des symptômes handicapants, manque de mobilité, de rapidité, de souplesse, etc. Donc, il y a un handicap qui se présente. Donc là, c'est vraiment le rôle de la politique que joue l'entreprise vis-à-vis de ses employés. Maintenant, on est vraiment dans l'idéal et tu le sais très bien. Dans la pratique, pourquoi pas une promotion si j'arrive à bien vivre ma maladie ou bien la vivre la plus normalement possible. Donc, mais est-ce que ça ne met pas trop de pression sur les épaules des gens? Parce qu'une maladie, qu'on le veuille ou pas, elle réduit. Maintenant, on va parler, comme vous dites, du terrain, du concret. Une maladie réduit, qu'on le veuille ou pas, d'une manière ou d'une autre, elle va affecter. Sinon, on ne serait pas malade. Il y a la fatigue, il y a les maux de tête, il y a beaucoup de choses. Et en même temps,
pour garder son emploi, il faut vivre sa maladie normalement. Mais si on pouvait la vivre normalement, on ne serait pas malade. Le plus ça met normalement de la pression supplémentaire sur le dos des gens. Voilà, le milieu professionnel représente une pression supplémentaire. Mais là, c'est ma volonté d'avancer et d'aller vers l'avant et ne pas perdre goût à la vie. C'est aussi ça. Parce que je pense que Nour va partager avec nous ça aussi. Donc, on a deux choix. Soit je vais me fermer, je vais vivre avec ma maladie, je ne vais pas sortir, je vais tomber dans la courbe du deuil, dans la dépression et je ne pourrai pas m'en sortir. C'est un choix. Soit je me dis, je vais lutter, je vais avancer, quelle que soit la fin de ma maladie. De plus, qu'il y a des maladies chroniques, comme le diabète, par exemple, qui n'est pas invalidant. Donc, je pourrais m'adapter et c'est tout est question de réorganisation. Que ce soit l'arrêt de maladie, que ce soit le reclassement, que ce soit le réaménagement ou la projection dans l'avenir, c'est question d'organisation. C'est comment je vais m'adapter avec cette nouvelle vie. Alors, deuxième question très vite. Existe-t-il un quota pour l'emploi des personnes handicapées dans les entreprises ? Je ne donnerai pas des chiffres exacts, mais comme je viens de dire tout à l'heure, l'entreprise a l'obligation d'employer des personnes handicapées. OK, parfait. Que ce soit dans l'entreprise ou dans les écoles, il y a toujours un quota d'acceptation des personnes et de leur insertion dans la vie professionnelle. Merci beaucoup Linda Jabran, coach en optimisation du potentiel relationnel, consultante et formatrice en entreprise. On reste ensemble sur Média TV, on revient à notre femme inspirante et à notre médecin pour la vaccination contre le cancer du col de l'utérus, juste après une courte pause de publicité. À tout de suite. Et nous sommes toujours avec vous sur Média TV. On revient dans On se dit tout et on continue à parler de beaucoup de choses. Et le samedi matin, eh bien, on parle de boulot. On vient de boucler l'interview avec vous, Linda Jabran. On parlait de personnes actives, personnes, on va dire, de malades chroniques et activités professionnelles. Et puis, dans un petit moment, on va parler de vaccination contre le cancer du col de l'utérus. Mais avant, place à notre femme inspirante de la semaine. Nour Nechneche, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes notre femme inspirante de la semaine et vous êtes une femme inspirante tout court face à cette maladie, face à votre combat. Vous avez choisi le sourire. On va vous regarder en reportage. Nos équipes sont venues vous rencontrer et on revient pour en discuter avec vous. À tout de suite. Je m'appelle Nour Nechneche, je suis cadre supérieur. J'ai 30 ans, je suis mariée depuis environ 2 ans et voici mon histoire. En avril 2018, je suis allée aux urgences parce que j'avais des crampes d'estomac, je n'arrivais plus à marcher et que la douleur était insupportable. On a pensé au départ que c'était dû à un appendicite. On a fait des examens et ils ont révélé que j'avais une tumeur ovarienne de 22 cm. Fin mai 2018, nous sommes allés auprès du chirurgien pour découvrir les analyses avec ma mère et mon mari et nous avons découvert que c'était un cancer rare de l'ovaire. Donc là, ça a été vraiment le coup de massue pour ma mère, mon mari et moi. Mon mari a gardé la face, mais ma mère était complètement inconsolable. Du coup, j'ai décidé de montrer la bonne face, de sourire continuellement, de lui faire des blagues et de lui montrer que j'étais solide, que je n'étais pas du tout impactée par la maladie et que ce n'était pas grave, pour essayer de sous-estimer la situation. Le fait de faire semblant au fur et à mesure m'a vraiment aidée pendant ce combat parce qu'en fait, en faisant semblant d'être forte, m'a permis d'être sûre ou de croire du moins que je l'étais. J'ai essayé de garder le moral. J'ai continué à faire un peu de sport, même si je n'étais pas au top de ma forme. Je mettais ma tenue de sport et j'essayais de faire sur le tapis quelques exercices. J'essayais aussi de marcher quasiment tous les jours. Quand j'avais mes sessions de chimiothérapie, je me forçais à me lever tous les matins, à m'habiller, à me maquiller, peu importe l'état dans lequel j'étais, et à marcher un minimum de 1 heure par jour. Nous avons même pu organiser un pique-nique géant avec ma famille et mes amis dans le parc de l'hôpital. D'ailleurs, quand j'ai commencé à perdre mes cheveux de plus en plus fort, je suis rentrée au Maroc et nous avons subi un rite, en quelque sorte avec mes frères, où nous nous sommes tous rasés le crâne. Donc c'était vraiment un bel acte de toute ma famille pour me soutenir dans cette épreuve. Et aujourd'hui, le combat n'est toujours pas terminé, je continue à me battre, je suis sûre que je réussirai à battre ce cancer. J'ai plein de rêves que j'ai envie d'accomplir, voyager, faire un triathlon, faire un Ironman, faire un marathon, faire plein de choses. Mon conseil pour les femmes, faites des frottis, faites des échographies, on n'est jamais trop prudent. Et pour les femmes qui sont atteintes d'un cancer,
Il faut rester toujours positif, faire du sport parce que ça fait baisser les taux de récidive d'environ 30%. Donc c'est vraiment important pour le moral mais aussi pour notre santé. Rester toujours féminine. Je sais que ça atteint la féminité mais essayons de rester le plus positif possible. Et puis le message le plus important, il faut essayer de s'entourer des gens les plus positifs possibles autour de nous. Elle porte tellement bien son sourire. Nour, vous le portez trop bien, votre sourire. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci. Alors, vous le disiez tout à l'heure au docteur Benfdel, blogueuse malgré moi. Pourquoi? Parce que vous avez décidé, d'abord, vous avez eu 2 réactions face à la maladie. Le sourire, bien sûr, pour votre maman, mais ensuite vous dites ça m'aide, et on va revenir sur ce point. Et puis, vous avez décidé aussi de tenir un journal contre la maladie. Pourquoi? Alors, quand j'ai été diagnostiquée de ce type de cancer, le cancer ovarien, j'ai un peu cherché sur Internet. L'âge moyen du cancer de l'ovaire est environ de 50 ans. Donc, j'avais un peu du mal à m'identifier à toutes les femmes qui avaient des interviews ou qui avaient leur blog concernant la maladie. Et comme il n'y en avait pas, j'ai décidé d'en créer un sur Instagram pour pouvoir, d'un côté, sensibiliser les femmes au cancer de l'ovaire, leur dire que ça existe, parce que moi, personnellement, je ne connaissais pas. En deuxième position, c'est pour rencontrer aussi les autres femmes, les jeunes femmes qui passaient par la même épreuve. Et j'ai découvert par la suite qu'il y avait une communauté extraordinaire de jeunes filles qui avaient le même cancer de l'ovaire. Et en troisièmement, c'est pour montrer qu'en fait, il n'y a pas que les opérations, que la chimiothérapie pendant le cancer. Il y a aussi une vie avant l'hôpital, entre les examens, mais aussi après. Et pouvoir montrer qu'on peut rester quand même positif. Alors, justement, vous avez choisi de rester positive pour les autres, d'abord. Et ensuite, vous dites, faire exprès m'a permis d'aller mieux. Est-ce qu'aujourd'hui, on va dire que tous ces beaux sourires que l'on a pu voir, c'est des sourires exprès, entre guillemets, ou finalement c'est devenu... C'est devenu vraiment une habitude. Linda en a très bien parlé tout à l'heure par rapport à la courbe du deuil. C'est le plus facile quand on a un choc comme l'annonce du cancer, surtout quand on s'y attend pas du tout, c'est vraiment de déprimer, de rester chez soi, cloîtré, et vraiment de se fermer et de déprimer. Le fait de se forcer à garder ce sourire, c'est vraiment d'essayer de voir le côté positif des choses, d'ouvrir les yeux, de voyager, de bouger, etc. Et c'est toute une attitude qui vient après. Et ça, c'est vraiment important aujourd'hui. Alors, vous l'avez dit dans le reportage, vous avez dit, on m'a découvert une tumeur de 22 cm. Comment un petit corps comme le vôtre a pu... non, mais vous en riez, mais c'est vrai, on se dit, mais est-ce qu'elle s'en est pas rendue compte? 22 cm quand même, c'est grand. Il n'y a eu aucun symptôme avant? Alors, suite à mon mariage, qui était en 2017, nous avons décidé, on va dire en novembre, donc quelques mois après, d'avoir un enfant avec mon mari. J'avais eu plusieurs visites chez le gynécologue qui m'a fait, on va dire, un check-up sanguin, etc., sans jamais songer à me faire une échographie parce que je n'étais pas encore enceinte à ce stade-là. J'avais quelquefois des douleurs, mais jamais l'échographie n'a été faite. C'est pour ça que j'insiste vraiment là-dessus, parce que certains gynécologues ne pensent pas forcément à effectuer l'échographie quand ce n'est pas nécessaire. En fait, j'aurais pu peut-être avoir décelé la maladie quelques mois auparavant. Peut-être que le diagnostic aurait été meilleur, peut-être pas d'ailleurs. En tout cas, ce n'est qu'une fois on va dire que la tumeur a grossi, que les symptômes ont commencé à augmenter, que c'est là que je suis allée aux urgences et qu'on a eu quand même l'annonce du cancer. Par la suite. Alors, vous dites que c'est un cancer qui touche à la féminité. Pourtant, on vous voit très féminine. Vous portez bien vos cheveux longs, comme vous portez bien le crâne rasé, et tout est dans vos yeux et dans votre sourire. Et en préparant l'émission, vous m'avez dit, parce que bon, vous êtes installé entre la France et le Maroc, on le précise, et vous m'avez dit, j'ai discuté aussi, j'ai échangé avec des jeunes patientes, des jeunes femmes marocaines, et il y a encore plus de tabous sur la maladie. Et vous m'avez dit, certaines préfèrent carrément ne pas en parler du tout à leur entourage. Tout à fait. En fait, quand il s'agit, pour mon cancer du moins, parce que c'est de ça que je peux parler le mieux, il s'agit d'un cancer de l'ovaire, donc il y a souvent ablation de l'ovaire, bien évidemment, ou alors l'ablation des 2 ovaires. Donc on touche un peu à la fécondité de la femme. Aujourd'hui au Maroc, du peu d'échanges que j'ai pu avoir avec certaines personnes qui passent par le même stade, on n'en parle pas. Parce que c'est tabou, parce qu'on n'a pas envie de montrer sa faiblesse, parce que ça veut dire que la femme ne peut pas avoir d'enfant, ça veut dire que ça peut avoir plusieurs conséquences qui sont un peu négatives pour la femme. Le fait est que la société est très dure, déjà en général, la société marocaine, et envers la femme, elle est encore plus exigeante.
Donc, elle me disait qu'elle préférait pour certaines absolument rien dire, attendre par exemple d'être en rémission pour pouvoir en parler, même à certains membres de la famille, ou alors ne pas en parler du tout. Ne pas en parler absolument plus. Mais vous allez comment, Nour? Je pense aller bien. Oui. Je pense aller bien. Il y a des périodes, on va dire, de bien et des périodes de moins bien. Mais en tout cas, je suis dans le top de ma forme. Et par rapport à tous ces projets sportifs, parce que vous partagez beaucoup sur le sport aussi, sur les réseaux sociaux, vous dites que c'est très important, que ce soit pour le moral, mais aussi parce que ça permet de lutter contre la maladie. Physiquement, vous avez couru à 8 km il n'y a pas longtemps. Oui. Bravo, hein, c'est super, parce que 8 km, même pour une personne qui n'a pas de cancer, c'est un exploit. C'est gentil, Yasmine. En tout cas, je me sentais toujours bien quand je faisais du sport. Quand je m'étais renseignée par la suite, je me suis rendu compte que quand on faisait une activité sportive, il y avait 2 types d'hormones qui étaient sécrétées par le corps, les endorphines et la dopamine. L'endorphine, en fait, elle permet d'avoir, on va dire, la sensation de bien-être. Donc moi, j'étais preneuse, hein, c'est magnifique. Et la deuxième hormone, c'est la dopamine. Elle permet de réduire la sensation de fatigue. Quand on subit les traitements de chimiothérapie ou suite à la chirurgie, etc., le fait de se forcer, du moins, à faire un minimum d'activité sportive, on a ce mix des 2 hormones et je trouve que c'est vraiment bon à prendre. Quand même. Mais est-ce qu'il y a des moments où il faut laisser son corps se reposer après une chimiothérapie? Est-ce que vous dites aux gens allez faire du sport directement après, ou au contraire il faut s'écouter parce qu'il y a des moments où on est vraiment à plat, on est fatigué? On va dire après une laparotomie, vu qu'on a une ouverture sur tout le ventre, on ne peut pas vraiment faire de sport. Le docteur sera d'accord avec moi. On ne peut pas vraiment faire de sport. Il y a un repos quand même d'environ 1 mois avant de pouvoir faire du sport. Mais on peut marcher. Marcher, c'est déjà un sport en soi. Si on marche 1 heure, tranquillement, doucement, c'est déjà un bon pas en avant. Ensuite, pour la chimiothérapie, moi, je conseille toujours de marcher. De toute façon, le corps nous dit stop au bout d'un moment. Hein. Quand on est en train de vomir, on ne va pas aller faire du crossfit. Quand on a des nausées, qu'on a envie de s'évanouir, on ne va pas se dire allez, c'est bon, là je me sens bien, je vais faire des pompes. Ouais. Donc, Elle en parle d'une manière, mais complètement. On a presque l'impression que vous êtes complètement détachée. Non, Non, pas du tout. Je me sens confiante. Mais dites-moi, Nour, est-ce qu'on peut vous poser cette question? Est-ce que la maladie vous a appris quelque chose? Est-ce que la maladie m'a appris quelque chose? Je pense que c'est difficile de répondre à cette question. Mais ce qu'elle m'a permis déjà d'avoir, c'est de me rendre compte de tout ce que j'avais en fait, oui, tout ce que j'ai aujourd'hui. C'est-à-dire d'être vraiment reconnaissante de tout l'entourage que j'ai, de ma force. Il faut relativiser. J'arrive à marcher, j'arrive à parler, j'entends, je vois. Et il faut toujours relativiser par rapport à d'autres gens qui n'ont pas eu cette chance. Donc, remettons chaque chose dans... Précis. Qu'est-ce que vous en pensez, docteur? Je vous vois. Je suis émerveillé. C'est une leçon de courage de la part de Nour. Moi, je côtoie chaque jour des patientes et on voit de tout type. Il y a aussi des patientes qui sont très courageuses, qui véhiculent de l'énergie positive, et il y a des patientes qui sont vraiment dévastées par avoir parce qu'on connaît plusieurs types de cancers, ça dépend des types, ça dépend de l'évolution, la chimiothérapie. Et ce que je sais, c'est que les patientes qui prennent les choses du côté positif, avoir toujours de l'énergie positive, eh ben, c'est les patientes qui arrivent à vaincre le cancer. Je pense qu'on a fait un chemin depuis les années 80-90 où le cancer, dans la tête des Marocains, tue à 100%. Et maintenant, où le cancer ne tue plus. Moi, j'ai des patientes qui sont mortes d'autre chose que leur cancer. Donc, il faut prendre... c'est le message, je pense que véhicule Nour. Il faut bien vivre sa vie et se dire que les autres n'ont rien de plus par rapport à une patiente qui a un cancer. Au contraire, elle peut mieux vivre sa maladie tout en vivant sa vie correctement. Alors Nour, vous êtes vers la voie de la rémission? Pas encore, j'espère bientôt. Si j'entends bien le docteur, bientôt. En tout cas, merci beaucoup d'être avec nous, de nous faire confiance, de raconter aux téléspectateurs votre histoire et de donner cette énergie et ce sourire que vous nous donnez ici sur le plateau. On a des questions pour vous, justement, de la part de nos téléspectatrices. Alors, la première vous dit, Amel, pourquoi choisir Instagram pour exposer une maladie très personnelle? Justement, vu que j'étais justement sur Instagram en train de chercher à m'identifier à d'autres personnes et que les gens pensent justement que c'est une maladie personnelle, je ne trouvais personne. Le fait de m'exposer, on va dire, c'est pour donner un peu en avant, pour rendre moins tabou déjà la maladie pour le cancer de l'ovaire, et puis parce que le cancer ne doit pas être une chose qui est personnelle. Hein.
Il faut en parler, il faut le banaliser comme une maladie quelconque pour qu'on puisse avancer. On donne votre Instagram? Oui, bien sûr. C'est nour.bnn. Voilà, nour.bnn, Ouais. exactement. On a une autre question pour vous. Tu es rayonnante, Nour. Tu portes ton prénom à merveille. Mon ami a un cancer des ovaires et je ne sais pas quoi faire. Comment l'aider, la soutenir? Je pense qu'il faut éviter de parler tout le temps de la maladie et de poser tout le temps la question où en êtes-vous, quels sont les traitements, etc. et autres. Il faut essayer de garder la même amitié que ce qu'elle avait avec elle, d'essayer de la faire sortir, de lui montrer les petits tips beauté, parce que notre visage change avec la maladie, notre corps il change. Donc c'est très difficile de s'accepter au début et le fait d'aider son amie à se sentir belle, c'est déjà un beau pas en avant. Alors, pour nos téléspectateurs un peu partout dans le monde, Nour, ça veut dire la lumière. Voilà. Notre lumière sur le plateau aujourd'hui. Merci beaucoup, Nour Nechnesh. C'est un plaisir de vous recevoir. Et à vos côtés, il y a un gynécologue qui est en admiration et qu'on retrouve tout de suite pour notre interview santé. La discussion continuait justement pendant la virgule. On va parler de vaccination contre le cancer du col de l'utérus avec vous, docteur Younes Benfdel. D'abord, nos équipes sont sorties, demander à différentes femmes ce qu'elles en pensaient. Et puis, un petit rappel de l'histoire de ce vaccin. On regarde et on revient en plateau. Le vaccin contre le cancer du col de l'utérus a été introduit au Maroc en 2006 grâce à l'initiative de la Fondation Lalla Selma qui a permis de faire une grande campagne de prévention. Oui, je savais qu'il existait un vaccin contre le cancer de l'utérus, mais je n'étais pas au courant qu'il existait au Maroc. Je sais que j'ai des antécédents de cancer dans la famille, mais pas forcément le col de l'utérus. Et donc, même si je me fais vacciner, ça n'empêchera pas que je puisse un jour l'attraper. Le vaccin contre le cancer du col de l'utérus, si je ne me trompe pas, c'est pour lutter contre le papillomavirus. J'ai des filles, mais pas en âge d'être vaccinées, donc la question ne s'est pas posée pour le moment. Autant que médecin et qu'oncologue, la vaccination du cancer du col, c'est un vaccin qui prévient l'infection à l'HPV, qui est un virus oncogène, qui est en grande partie responsable de la survenue du cancer du col, mais qui en aucun cas ne peut dispenser d'un dépistage. Le vaccin qui permet de protéger contre le cancer du col de l'utérus contient 4 types de virus. On appelle les virus HPV ou papillomavirus, le 6, 11, 16 et 18, qu'on injecte à la jeune adolescente. J'encourage vivement les mamans à vacciner leurs petites filles entre 10 et 14 ans. Les effets secondaires ne sont pas si importants que ça et il vaut mieux prévenir que guérir. Donc, docteur Younes Benfdel, pas mal d'informations dans la tête des gens autour de ce vaccin. On vaccine pas, est-ce qu'il protège ou il ne protège pas complètement et vers quel âge? Eh bien, tous ces points à voir avec vous tout de suite. Justement, dites-nous, docteur, ce vaccin, est-ce qu'il est efficace? Oui, définitivement, donc il est efficace. C'est un vaccin, je peux corriger pour la deuxième patiente qui est passée par un interview. Ce n'est pas un cancer qui est donc héréditaire. C'est un vaccin. Je crois que c'est parmi les premiers cancers, contre un cancer qui est parmi les premiers cancers chez qui on a identifié un agent infectieux responsable, qui est le human papillomavirus, qui est un virus. Et ce virus-là, c'est un virus qui est vraiment une population de virus qui est très disparate, plus de 200. Et ce virus-là, il peut être prévenu. C'est ce qu'a démontré les publications sur les vaccins. Et là, on a un recul qui est très important puisque ce vaccin a été introduit en 2005-2006 au Maroc, mais au monde, il y a des pays où il y a des campagnes de vaccination qui ont beaucoup réussi à faire réduire dans le pays scandinave notamment. Dans le pays scandinave, en Australie. Et justement, il faut savoir que le cancer du col de l'utérus, c'est le deuxième cancer au Maroc, après le cancer du sein. Et c'est un cancer qui est très fréquent, qui est assez grave, puisque c'est une maladie qui est très invalidante. On revient vers les maladies chroniques. Les conséquences sont assez importantes, mais on a une chance. On a une chance double, parce que la première chance qu'on a, c'est qu'on peut éventuellement le prévenir en prévention primaire par le vaccin, et en prévention secondaire en faisant un dépistage par les frottis. Et ça, c'est important à savoir. Et une question qui revient toujours,
est-ce qu'en faisant une vaccination, est-ce qu'il faut continuer de prévenir par les frottis? Oui, il faut continuer à prévenir par les frottis parce qu'on n'est jamais sûr que le type oncogène qu'on a vacciné, il y a d'autres types. C'est ça. Il faut savoir qu'il y a actuellement 3 vaccins et non pas un seul. Donc comment on choisit entre les 3? Justement, il y a le vaccin bivalent, où c'est le 16-18. Ce sont des human papillomavirus qui sont très oncogènes, qui sont très virulents. Il y a le vaccin quadrivalent, où il y a, en plus du 16-18, il y a ce qu'on appelle des HPV un peu plus gentils, qui sont le 6 et le 11. Ceux-là, ils donnent plus ce qu'on appelle les verrues génitales, donc les crêtes de coq, etc. Aussi, c'est une maladie qui est très mal vécue par les patientes et les patients. Et actuellement, depuis 1 an, on a un nouveau vaccin qui est non avalent, donc où il y a 9 sérotypes. Et c'est comme si on a élargi le spectre des virus qu'on dit méchants oncogènes. OK, mais dans ce cas-là, qu'est-ce que vous dites aujourd'hui? Il faut choisir lequel des 3? La dernière génération? Théoriquement, oui, mais on n'a pas assez de recul pour dire que... Il n'y a pas d'effet secondaire? Ce n'est pas pour les effets secondaires, plus d'efficacité. OK. Pour une raison très simple, pour avoir une efficacité, il faut vacciner au moins 60% de la population. Parce qu'on part sur un raisonnement de plus ou moins santé publique. 60% de la population féminine. Mais c'est un virus, alors juste pour rappeler un petit peu... Pour pouvoir réduire... C'est ça, mais rappelez juste le mode de transmission. C'est une transmission sexuelle de l'homme vers la femme. Oui. Et pourquoi on ne vaccinerait pas les hommes aussi? C'est ce qui est fait en Australie, par exemple. Ils vaccinent aussi les garçons pour pouvoir... Mais tout ça, c'est des études qui sont faites à grande... Il faut savoir que ce vaccin, il est assez récent. Donc 2006-2005, c'est... Alors juste parce qu'on court un petit peu contre le temps, docteur, pourquoi on en parle aujourd'hui? D'abord parce que ça permet de lutter contre une forme de cancer, mais aussi parce qu'il y a un débat depuis quelques années déjà, en France notamment, sur ce vaccin. Certains sont contre cette vaccination parce qu'accuseraient ce produit de développer certaines scléroses en plaques. Le débat s'atténue et regonfle. Oui. Alors, on en est où aujourd'hui? Oui, aujourd'hui, effectivement, il y a eu des études qui ont été faites pour justement prouver qu'il n'y a pas de risque, surtout pour la sclérose en plaques. Parce que le problème, c'est vis-à-vis de l'adjuvant qui est dans ce vaccin, il y a un adjuvant où il y a de l'aluminium, et cet adjuvant est accusé pour pouvoir développer plus de maladies auto-immunes, notamment sclérose en plaques. C'est pour cela que certaines patientes ont carrément introduit ces produits ou ces vaccins en justice en France. Okay. Actuellement, il y a 2 grandes études en 2015, avec des résultats en 2015, qui disent sur 2,2 millions d'enfants, ou plutôt de filles qui ont été vaccinées, il n'y a pas plus de risque de sclérose en plaques ou de maladies auto-immunes. Il y a autre chose. Il y a par exemple un syndrome de Guillain-Barré un peu plus, mais lorsqu'on compare, toujours en médecine, bénéfice-risque. Alors je vais vous poser la question différemment, excusez-moi de vous la poser, docteur. Vous êtes papa de 2 petites filles, est-ce que vous vaccinerez vos filles? Oui, donc c'est ce que je me disais, elles ne sont pas encore en âge de... Donc on a encore le temps d'avoir du recul, mais je pense qu'effectivement, à partir de 9 ans, même en France, c'est à partir de 11 ans, mais à partir de 9 ans, on peut vacciner les filles contre ce cancer. On va leur rendre plus service, je pense. Et en fait, c'est une vaccination entre 9 ans et première année d'activité génitale. Effectivement. C'est bien ça. Oui. C'est-à-dire que le vaccin est apparu au Maroc en 2006. Toutes les femmes qui ont eu une activité génitale avant, qui ont eu des enfants, etc., c'est trop tard. C'est trop tard pour elles. C'est plus le dépistage. C'est plus le dépistage. D'accord. Mais pour les filles ou pour les femmes qui n'ont pas eu d'activité génitale, c'est assez intéressant. Donc là, pour le producteur du vaccin, c'est plus ou moins avant l'âge de 19 ans, donc même parfois jusqu'à 26 ans. Mais avant toute activité génitale, je pense, comme le prouve d'ailleurs le mode de transmission, il faut se faire vacciner tout simplement. Il faut faire des rappels ou un seul vaccin est suffisant? Normalement, c'est 3 doses. Dans l'année qui suit, c'est 3 doses. Lorsqu'on vaccine très tôt, à 9, 11 ans jusqu'à 14 ans, on peut se contenter de 2 doses.
Et on va vers une dose unique. Donc les études sont là à prouver que pour le vaccin bivalent, c'est une dose unique. Mais là, entre 1, 2 jusqu'à 3, ça dépend de quel type de vaccin on va choisir. Linda aussi, vous êtes une maman de 2 petites filles. Oui, exactement. Vaccinées ou pas? Pas du tout. C'est la première fois que j'écoute avec détail toutes les mesures préventives proposées par docteur. Et, ça vous encourage? Ça m'encourage et je me pose des questions sur l'efficacité de ces vaccins, sur la communication aussi. Je sais que maintenant, il y a plus de campagnes de sensibilisation par rapport à ce type de cancer. Si vous avez une question, allez-y. Hein. C'est gratuit sur le plateau. On le fera dans les coulisses, c'est ça? Oui, sans problème, avec plaisir. La question par rapport au coût des vaccins. Est-ce que c'est à disposition de tout le monde ou, enfin... Oui, actuellement, il n'est pas du tout cher. Le problème, c'est normalement, il devrait être soit remboursé en sécurité sociale, soit carrément comme le succès qu'on a eu au Maroc du programme national d'immunisation, il devait être proposé par la santé publique, donc par le ministère de la Santé. Donc, c'est ça. Et il faut savoir lorsqu'on voit les statistiques, par exemple françaises, où le cancer du col, il est en bas. Il n'est pas le premier ou le deuxième comme au Maroc. Le cancer du col au Maroc, c'est le deuxième cancer. Il est très fréquent. Après le cancer du sein. Après le cancer du sein. Ce virus, le cancer de Nour, n'est pas dû à ce virus. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ok. Donc le cancer des ovaires n'a rien à voir avec le cancer du col de l'utérus. En fait, c'est un cancer qui est vraiment à tropisme muqueux, c'est-à-dire il part vers la muqueuse génitale. Il y a le cancer du col, mais il faut savoir qu'il protège aussi contre le cancer du vagin et de la vulve. Ils ne sont pas très fréquents. Ce vaccin. Oui, le cancer anal aussi, donc oropharyngé. Il y a c'est-à-dire un bénéfice-risque qui est très, très important. Parfait. Alors, on a des questions pour vous, docteur. Première question, à partir de quel âge une jeune fille doit-elle se faire vacciner contre le cancer du col de l'utérus? On peut commencer à partir de 9 ans, même si, par exemple, en France, ils ont choisi de faire un début de vaccination à partir de l'âge de 11 ans. Et normalement, à partir de 9-11 ans, on peut avoir que 2 doses de vaccin. OK. Une autre question. Une fois déclaré le cancer du col de l'utérus, peut-il se guérir avec le vaccin? C'est une question qui est difficile à dire. En général, non, parce que déjà le virus est passé et il a eu du temps avant de se déclarer. Il faut savoir que le développement du cancer du col, il se fait sur 10 ans. Et le dépistage, c'est pour cela qu'il commence à partir de 25 ans, le dépistage du cancer par les frottis cervico-vaginaux à partir de 25 ans. Et on a le temps de le dépister et de voir les changements des cellules au niveau du col utérin. Donc en fait, quand on fait un frottis, si la femme a l'habitude de faire régulièrement des frottis et qu'elle découvre lors d'un frottis une anomalie, ça ne veut pas dire que c'est un cancer. Non, c'est dépister d'abord ce qu'on appelle les lésions précancéreuses. Donc très tôt, on peut dépister les lésions précancéreuses et lorsqu'on traite ces lésions précancéreuses, on évite de développer le cancer. D'accord? Donc, on a le temps de dépister. Il faut savoir que le rythme, il est d'abord annuel, durant les 2 premières années. Mais si 2 frottis sont normaux après 2 ans, on peut aller jusqu'à un frottis tous les 3 ans. Donc, c'est pas un rythme de surveillance qui est très important. C'est ça. Ouais. Mais on rappelle ce que vous, les spécialistes, vous dites, c'est pas parce qu'une jeune fille, une petite fille va se faire vacciner qu'elle sera dispensée de faire des frottis. Au contraire, c'est-à-dire qu'on va lui donner plus de chances de lutter contre le virus, mais il y a différents types de virus. Elle est vaccinée contre les virus les plus virulents, ou plutôt les plus fréquents. Exact. D'accord. Mais le frottis est important. Le frottis reste l'élément le plus important. On verra ce que la science nous réserve. Oui, bien sûr. C'est ça. Ouais. Justement, Nour, vous encouragez beaucoup, vous l'avez dit dans votre reportage, vous encouragez les femmes à faire des frottis. Tout à fait. Vous avez rencontré des femmes à travers, justement, sur Instagram. Et en réalité aussi, parce qu'après, on organise des rencontres pour nous voir en face à face. C'est merveilleux. Alors oui, moi j'encourage vraiment toutes les femmes à faire des frottis 1 fois par an, c'est ce qui est classique, et de faire vraiment des échographies, parce que parfois il y a des choses qui ne sont pas décelées franchement au frottis, comme pour moi pour le cancer de l'ovaire. Donc il
Il faut que les femmes gardent ça en tête. Mais ça, il n'y a pas de politique pour le cancer de l'ovaire, docteur. Il n'y a pas d'échographie régulière annuelle, non, comme une mammo, par exemple, comme un frottis. Puisque plutôt l'ovaire est un organe interne. Mais heureusement qu'au Maroc, la plupart des gynécos font faire des échographies assez fréquemment pour les patientes. Exact. Et je pense que la pratique elle est un peu différente par rapport en France, où presque automatiquement une patiente qui vient en consultation chez le gynécologue doit bénéficier d'une échographie pour voir que ce soit un problème ovarien ou utérin. Exact. D'accord. Bien, merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous, docteur Younes Ben Fdel, médecin gynécologue obstétricien à Marrakech. Nour, merci d'être venu depuis Paris pour participer avec nous à l'émission. C'est un plaisir de vous avoir et merci de nous avoir fait l'honneur de... Pardon. Petit bug de fin d'émission, exactement. Nous avoir fait l'honneur de vous livrer à nous et de donner beaucoup de courage à nos téléspectatrices. Et puis, Linda Jabran, merci beaucoup d'être venue depuis Tanger pour participer avec nous à l'émission La ville de Nour aussi. Exactement. En force aujourd'hui. Merci beaucoup à toutes et à tous, à toute l'équipe en régie, un peu partout, à Rabat, à Casa et à Tanger. Et à très vite sur Média TV et sur les ondes de la radio du Grand Maghreb. Au revoir.